On leur disait qu'ils n'étaient pas assez intelligents, pas assez rapides, pas assez bons pour voler au-dessus de Berlin. Ils ont abattu les avions les plus avancés de l'Allemagne et ont réécrit les règles de la guerre. Les pilotes allemands trouvaient cela drôle. Ils avaient entendu dire que les Américains envoyaient des pilotes de chasse noirs au combat, des hommes qui, selon eux, ne pourraient jamais égaler leur habileté, leur expérience ou leur discipline. Lors des briefings de la Luftwaffe, certains riaient ouvertement, comme si l'idée même d'affronter de tels adversaires était indigne d'eux. Ils plaisantaient en disant que ce seraient des proies faciles, mais ces mêmes pilotes allaient bientôt rencontrer un groupe qui se comportait avec une détermination tranquille et, à la fin de la guerre, le ciel au-dessus de l'Europe racontait une toute autre histoire. Imaginez-vous au début de l'année 1944. La guerre faisait déjà rage depuis des années à travers l'Europe. Les villes fumaient à cause des bombardements incessants. Les Alliés avaient gagné du terrain en Italie, mais chaque centimètre gagné avait coûté très cher. La 15e armée de l'air américaine était basée dans le sud de l'Italie et avait pour mission d'effectuer de longs bombardements au-dessus de l'Autriche, de la Hongrie, de l'Allemagne et au-delà. Chaque mission signifiait des heures à haute altitude dans des cockpits glaciales, sous la menace constante des chasseurs allemands et de la DCA. Les équipages des bombardiers avaient pour un dicton: si vous aviez de la chance, vous pouviez survivre à 25 missions, mais beaucoup n'y parvenaient jamais. Pour les hommes à bord de ces bombardiers, une bonne escorte pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Au printemps 1944, lorsque le 332e groupe de chasseurs, une unité entièrement noire formée à Tuskegee, arriva en Italie, ses membres avaient quelque chose à prouver, non seulement à leurs ennemis, mais aussi à leur propre camp. Les officiers blancs doutaient d'eux, certains de leurs compatriotes américains les considéraient comme une expérience vouée à l'échec, mais les hommes qui allaient devenir connus sous le nom de Red Tail n'avaient aucun intérêt pour les disputes ou les discours. Leur réponse allait venir dans les airs, à travers la discipline et l'action. Photo, l'aérodrome de Ramitelli, perché près de la côte adriatique, n'avait rien pas glamour, des pistes poussiéreuses, des tentes en toile, le vent marin qui balayait le camp, mais c'était le foyer des pilotes et des équipes au sol. Chaque P-51 Mustang, élégant et rapide, arborait une touche de rouge sur sa queue, une peinture destinée à marquer leur groupe. Au début, ce rouge était une cible, un moyen pour les autres de se moquer et de dire « voilà les Tuskegee Boys », mais bientôt, ce rouge est devenu un bouclier, un signe que les équipages de bombardiers recherchaient dans le ciel et qui les rassurait lorsqu'ils le voyaient. Ces premiers mois, la tension était palpable. De nombreuses unités de bombardiers ne leur faisaient pas confiance. Certains commandants demandaient même à ne pas être escortés par des pilotes noirs. Les préjugés ne se pas aux portes de l'aérodrome, mais le 332e se comportait avec la discipline inculquée par le colonel Benjamin Davis Jr., un homme qui croyait en un ordre strict, en la concentration et qui ne donnait jamais aux critiques aucune raison de douter de leur professionnalisme. Ces ordres étaient clairs, les Red Tail ne devaient pas rechercher la gloire, ils ne devaient pas abandonner les bombardiers pour chasser des proies. Leur mission était de protéger ces gros avions lourds, quel qu'en soit le prix. Cette philosophie les distinguait des autres groupes d'escorte qui se détachaient parfois lorsque des chasseurs allemands apparaissaient, poursuivant des avions ennemis pour leur compte personnel. Les Red Tail ne restaient avec les bombardiers, même si cela signifiait manquer des occasions de remporter des victoires. Dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe, cette loyauté est devenue légendaire. Mais lors des premiers briefings, les pilotes allemands se moquaient à l'idée d'affronter des aviateurs noirs. Ils les considéraient comme le maillon faible de la chaîne alliée. Ils avaient grandi en croyant aux mythes de supériorité qui leur avaient été racontés depuis leur enfance, selon lesquels ils appartenaient à une race supérieure. Dans leur esprit, affronter les hommes de Tuskegee ne serait qu'un jeu. L'arrogance était palpable, les rires bruyants. Ils ne pouvaient pas imaginer l'humiliation qui les attendait dans le ciel européen. Pour comprendre l'impact de ce qui allait se passer, il faut le voir à travers les yeux des équipages des bombardiers. Imaginez-vous assis à l'intérieur d'un B-17 Flying Fortress, coincé dans une coque métallique glaciale, vous entendez le rugissement des moteurs, vous sentez l'odeur de l'huile et de la sueur, et vous jetez un coup d'œil par la fenêtre pour voir des dizaines de chasseurs allemands fendre les nuages et plonger sur votre formation. Vos mitrailleurs ripostent, mais vous savez que les chances sont minces. Les chasseurs allemands étaient rapides, habiles et détruisaient souvent les formations de bombardiers. Puis, au loin, vous apercevez des Mustangs élégants à la queue rouge qui se glissent dans la formation, les ailes stables, volant en formation serrée. Ils ne vous quittent pas, ils ne rompent pas les rangs et, mission après mission, vous réalisez que ces hommes ne sont pas les faibles que ne rompent pas les rangs et, lentement, mission après mission, vous réalisez que ces hommes ne sont pas la faiblesse que d'autres prétendaient qu'ils étaient, mais votre bouée de sauvetage. Les rires des briefings de la Luftwaffe allaient bientôt disparaître.
Pour l'instant, le décor était planté, un groupe de pilotes sous-estimés par presque tout le monde s'apprêtait à graver sa réputation dans le ciel avec un courage et une discipline qu'aucune plaisanterie ne pouvait effacer. Mais avant que les Red Tails puissent faire taire leurs ennemis, ils devaient faire leur preuve à l'entraînement sous le soleil de l'Alabama, loin du champ de bataille où la lutte contre les préjugés était aussi féroce que n'importe quel combat aérien. Avant que leur nom ne soit murmuré avec respect au-dessus de l'Europe, les pilotes de Tuskegee n'étaient que de jeunes hommes qui se battaient pour être pris au sérieux chez eux. Leur champ de bataille n'était pas encore le ciel au-dessus de l'Allemagne, mais les terrains d'entraînement de l'Alabama, où les préjugés et les doutes pesaient plus lourd que n'importe quelle verrière de cockpit. L'aérodrome militaire de Tuskegee était situé dans le sud profond, un endroit où l'air était chargé de chaleur et des anciennes lois de Jim Crow. La base a été construite dans le cadre d'un compromis. Les dirigeants voulaient prouver que les pilotes noirs échoueraient, qu'ils n'avaient pas la discipline, les compétences ou l'intelligence nécessaires pour maîtriser la complexité des avions de combat modernes. Pourtant, cette même base est devenue le berceau de quelque chose d'extraordinaire. Les cadets qui y sont arrivés n'étaient pas des hommes ordinaires. Beaucoup avaient fait des études supérieures, certains avaient des diplômes en ingénierie ou en mathématiques. Ils venaient de villes comme Chicago, Cleveland et New York, et de petites villes disséminées à travers le pays. Ce qu'ils avaient en commun, c'était leur détermination. Chacun savait que son succès ou son échec serait jugé non seulement comme une affaire personnelle, mais aussi comme le reflet de toute sa race. La pression était immense dès le premier jour. L'entraînement était brutal, les instructeurs aboyaient leurs ordres, les exercices se déroulaient de l'aube jusqu'à la nuit et la moindre erreur pouvait signifier l'exclusion du programme. L'armée ne manquait pas de raisons de renvoyer les cadets noirs, de sorte que les normes à Tuskegee étaient non seulement élevées, mais souvent impitoyables. Vous n'avez pas le luxe de l'erreur, a déclaré un instructeur à un groupe de cadets. Si vous trébuchez, ils s'en serviront comme preuve que vous n'avez pas votre place ici, pas leur place ici. Et pourtant, les hommes ont persévéré. Ils ont appris à gérer le PT-17, un biplan qui vibrait et tremblait, mais qui leur enseignait les bases du vol. Ils sont ensuite passés à des avions plus avancés, maîtrisant les manœuvres, la navigation et le vol en formation. Le soleil de l'Alabama tapait fort sur les pistes, la poussière collait à leurs uniformes, mais ils refusaient d'abandonner. Dans leurs lettres à leur famille, ils racontaient leurs longues journées, les exercices interminables et la fierté intense qu'ils ressentaient en montant dans un cockpit peint aux couleurs de l'armée américaine. Un cadet se souvint plus tard du moment où il prit pour la première fois seul les commandes d'un avion, la terre s'est éloignée sous mes pieds et, pour la première fois, je n'étais plus seulement un passager, j'étais aux commandes. Pour ces hommes qui avaient vécu sous des lois leur refusant l'égalité des droits au sol, l'air leur offrait une liberté qu'ils n'avaient jamais connue, mais les préjugés les poursuivaient même ici. Les villes autour de Tuskegee leur étaient ouvertement hostiles. Les officiers noirs étaient contraints d'utiliser des installations séparées et même leurs uniformes ne pouvaient le protéger pas de la discrimination. Lors d'un incident tristement célèbre, des officiers noirs qui tentaient d'entrer dans un club réservé aux officiers blancs ont été arrêtés. Le message était clair, peu importe la précision de leur salut ou la perfection de leur formation, nombreux étaient ceux qui attendaient qu'ils trébuchent. Le colonel Benjamin Davis Jr., qui allait devenir leur commandant, comprenait cela mieux que quiconque. Diplômé de West Point, Davis avait enduré 4 années à l'académie où ses camarades de classe refusaient de lui parler, sauf pour des raisons officielles. Ce silence aurait pu briser un homme plus faible, mais pour Davis, il forgea une volonté de fer. À Tuskegee, il se conduisit avec la même discipline et l'exigea de tous les cadets. Vous ne discuterez pas avec les préjugés, leur dit-il, vous les surpasserez, vous les combattrez et vous leur survivrez. Jour après jour, les cadets devinrent pilotes. Ils s'entraînèrent au tir, apprenant à aligner une cible et à tirer par rafale pour économiser leurs précieuses munitions. Ils apprirent à voler en formation, elle contre elle, se confiant mutuellement leur vie, et ils étudièrent les cartes et les conditions météorologiques, sachant que les erreurs de navigation pouvaient être aussi mortelles que les tirs ennemis. Ce qui les distinguait, ce n'était pas seulement leurs compétences, mais aussi leur camaraderie. Chacun savait qu'il portait plus que son propre avenir. Si l'un d'entre eux échouait, les critiques diraient, vous voyez, il n'y arrive pas, pas y arriver, mais s'il réussissait, il pourrait changer le cours de l'histoire. Ce fardeau commun les a soudés en quelque chose de plus fort que les préjugés. À la fin de leur formation, les Tuskegee Airmen n'étaient plus seulement des pilotes, ils étaient devenus des symboles. Ils avaient survécu à un entraînement conçu pour les faire échouer, ils avaient appris à maîtriser les cieux alors qu'on leur répétait sans cesse qu'ils n'avaient pas leur place là-haut. Leur récompense n'était pas seulement leurs ailes,
mais aussi la chance de combattre dans une guerre où chaque mission mettrait à l'épreuve la sincérité de l'expérience américaine et était sincère ou s'il s'agissait d'une autre promesse qui allait être rompue. Les hommes quittèrent l'Alabama avec fierté, mais aussi avec des questions, leur propre pays leur ferait-il confiance? Les équipages des bombardiers qu'ils avaient juré de protéger les accueilleraient-ils ou la lutte contre le racisme les suivrait l'outre-mer, jusque dans la zone de guerre? Mais une fois qu'ils débarquèrent en Italie, la réalité du combat remplaça les spéculations et les Red Tails durent faire face non seulement aux tirs ennemis, mais aussi aux regards sceptiques de leurs propres alliés. Au début de 1944, la guerre en Europe avait atteint un rythme brutal. Les bombardiers alliés frappaient presque quotidiennement au cœur du territoire allemand et la Luftwaffe se battait désespérément pour protéger le Reich. C'est dans cette tempête de feu que le 332e groupe de chasseurs arriva, débarquant des navires de transport sur la côte rocheuse italienne avant de se diriger vers l'aérodrome de Ramitelli. Ramitelli, pas grand-chose à voir, perché près de l'Adriatique, il n'était guère plus qu'une piste en terre battue creusée dans des terres agricoles, entourée de tentes éparses et de cabanes en bois temporaires. Les vents marins balayaient les plaines ouvertes, transportant avec eux l'odeur du pétrole, du carburant et de la boue. Les hommes s'étaient entraînés pendant des années, mais rien ne pouvait les préparer pleinement à la vie dans une zone de guerre. Leurs lits étaient des campagnes, leurs repas souvent froids, et le bruit des moteurs et de l'artillerie était devenu la bande sonore de leur journée. Pourtant, même ici, les préjugés les suivaient. Certains équipages de bombardiers ont chuchoté leurs doutes lorsqu'ils ont appris que leurs nouveaux escorteurs seraient des pilotes noirs. Nous sommes censés leur confier nos vies, a murmuré un membre d'équipage à un autre. La nouvelle s'est rapidement répandue que beaucoup dans la 15e armée de l'air ne voulaient pas que le 332e escadron couvre leur mission. Les hommes de Ramatelli comprirent le défi tacite, ils ne seraient pas jugés sur leurs résultats à l'entraînement, mais sur le retour des bombardiers à la base. Le colonel Benjamin Davis Jr. ne perdit pas de temps pour donner le ton. Debout devant ces hommes le premier matin, il parla d'une voix ferme, « Nous sommes ici pour combattre. Chaque mission que vous effectuez, chaque balle que vous tirez rejaillit sur nous tous. Souvenez-vous de ce que vous emportez dans ce cockpit, ce ne sont pas seulement des munitions, c'est le poids de leur prouver qu'ils ont tort. » Ces paroles dissipèrent le brouillard du doute. Les hommes comprirent l'enjeu. Les premiers jours à Ramitelli furent consacrés à la préparation. Les équipes au sol travaillèrent sans relâche pour mettre les P-39 Aerocobra, puis les P-47 Thunderbolt et les P-51 Mustang en état de combat. Les avions arboraient une peinture rouge fraîche sur leur queue, une marque qui semblait au premier abord être un fardeau. La couleur ressortait trop et les pilotes craignaient qu'elle ne fasse d'eux des cibles évidentes dans le ciel, mais bientôt, le rouge allait prendre une toute autre signification pour les hommes. S'adapter à l'Italie n'était pas une tâche facile. Les villages voisins étaient marqués par la guerre, les familles survivaient avec à peine plus que du pain et de l'huile d'olive. Les enfants du coin se pressaient souvent près de la clôture de la base pour saluer les pilotes, leur offrant des sourires en échange d'un morceau de chocolat ou d'un chewing-gum. À ces moments-là, les aviateurs voyaient à quel point cette guerre touchait même les plus petites vies. Beaucoup se souvenaient plus tard que ces brèves rencontres leur rappelaient pourquoi ils se battaient, pas seulement pour les idéaux de l'Amérique, mais aussi pour les gens ordinaires pris entre deux feux. Cependant, le plus grand défi restait à relever dans les airs. Les premières missions au départ de Ramatelli étaient tendues. Imaginez-vous en train de monter dans le cockpit, de vous attacher et d'entendre le moteur rugir. Le Mustang tremblait sous vos pieds tandis que l'équipe au sol levait le pouce. Devant vous, la piste s'étirait comme un chemin étroit vers l'inconnu. Les pilotes s'alignaient, les moteurs vrombissaient, et un par un, ils s'envolaient dans le ciel gris italien. Leur mission était simple en théorie, mais mortelle dans la pratique, protéger les bombardiers à tout prix. Les chasseurs allemands étaient devenus experts dans l'art de démanteler les formations de bombardiers. Les B-17 et les B-20 volaient lourdement dans les airs, lents et vulnérables. Ils transportaient des bombes destinées à Berlin, Vienne et Munich, mais sans escorte, ils étaient une proie facile pour la Luftwaffe. Lors de ces premiers vols, les pilotes de Tuskegee maintenaient leur formation avec précision. Le colonel Davis leur avait martelé de ne pas courir après les victoires, de ne pas quitter leur poste et de protéger les bombardiers, comme un mantra. Lorsque les avions allemands ont finalement fait leur apparition, plongeant depuis le soleil, les Red Tails se déplacèrent comme un seul homme. Leur discipline surprit tant leurs alliés que leurs ennemis. Les bombardiers survécurent et la nouvelle commença à se répandre. Les 330 secondes restèrent gravées dans les esprits au moment crucial. Tout le monde n'était pas convaincu au début. Certains équipages de bombardiers doutaient encore, considérant les premiers succès des Red Tails comme de la chance. Mais mission après mission,
les statistiques commencèrent à parler plus fort que les préjugés. Moins de bombardiers furent perdus lors des vols escortés par les Red Tail par rapport aux autres groupes d'escorte. Le scepticisme se transforma en curiosité, et la curiosité se transforma rapidement en respect. La nuit, après être revenus de leur mission, les hommes du 332e se rassemblaient autour de tables de fortune dans leur tente. Ils échangeaient des anecdotes, le visage encore maculé d'huile et marqué par la fatigue. Certains riaient des situations périlleuses qu'ils avaient vécues, d'autres restaient assis en silence, fixant leur tasse de café en étain, se remémorant à quel point la mort les avait frôlés ce jour-là. Pour eux, l'Italie n'était pas seulement un champ de bataille, c'était l'endroit où ils prouveraient au monde et à eux-mêmes qu'ils avaient leur place dans les airs. Les rires des pilotes allemands résonnaient encore dans leurs esprits. Ces hommes de la Luftwaffe croyaient que les Red Tail s'effondreraient sous la pression, mais à chaque mission qui passait, des fissures commençaient à apparaître dans le mythe de l'invincibilité allemande. Les Red Tail ne faisaient pas que survivre, ils excellaient. Mais survivre en Italie n'était qu'un début. Le véritable test est venu lorsque le 332e a affronté son premier combat réel, le genre de combat aérien où une seconde d'hésitation signifiait des flammes et du métal tordu tombant du ciel. Les premières missions de combat effectuées par le 332e groupe de chasse n'étaient pas seulement des opérations militaires, elles étaient des épreuves du feu. Chaque homme attaché dans son cockpit savait qu'il portait plus que sa propre survie, il portait le fardeau de prouver qu'une nation avait tort. Cela a commencé par une mission d'escorte. Leurs ordres étaient clairs, protéger les bombardiers lourds de la 15e armée de l'air, les imposants B-17 Flying Fortress et B-24 Liberator qui traversaient le ciel, hérissés de mitrailleuses, mais toujours vulnérables aux rapides chasseurs allemands. Pour la Luftwaffe, ces bombardiers étaient des proies de choix, mais pour les Tuskegee Airmen, ils transportaient une cargaison sacrée. Imaginez la scène, haut dans le ciel au-dessus de l'Adriatique, le rugissement des moteurs remplissant le cockpit, les masques à oxygène serrés contre les visages fatigués, à 20 000 pieds, la température était bien en dessous de zéro, le souffle se cristallisait à l'intérieur des masques, les doigts s'engourdissaient sur les manettes de commande et le bruit incessant des éclats d'obus remplissait l'air d'une terreur soudaine. Pour les équipages des bombardiers, le bruit des escortes se glissant dans la formation était une bouée de sauvetage et pour les Red Tail, la vue des bombardiers leur rappelait que leur mission était plus importante que les combats aériens. La première fois qu'ils rencontrèrent des chasseurs allemands, la tension dans l'air était si palpable qu'on la sentait dans les os. Une formation de SBF 109 fondit sur eux depuis les airs, élégante et menaçante, ses canons brillant au soleil. Les bombardiers resserrèrent leurs rangs, des traçantes filant vers les intrus. Section rouge, resserrez les rangs, protégez les bombardiers, cria une voix dans la radio. Les Red Tail n'hésitèrent pas, leurs Mustangs plongèrent et virèrent, coupant les voies d'attaque allemandes et forçant l'ennemi à rompre sa formation. Ce qui frappa les observateurs, c'était la discipline, pas hésitèrent. Leurs Mustangs plongèrent et zigzaguèrent, coupant les voies d'attaque allemandes et forçant l'ennemi à rompre sa formation. Ce qui frappa les observateurs, ce fut leur discipline, personne ne se détacha pour courir après la gloire, personne n'abandonna son poste. Ils tinrent la ligne, restant collés aux bombardiers, même lorsque les avions allemands fonçaient comme des requins autour d'eux. Un pilote se souvint plus tard de la montée d'adrénaline lorsqu'il aligna son premier ennemi dans le viseur. L'avion remplit le cercle et j'ai appuyé sur la gâchette, dit-il. Les traçantes bondirent en avant et je vis des morceaux se détacher de son aile. Le chasseur allemand est tombé en spirale, laissant une traînée de fumée dans le ciel. C'est à ce moment-là que les Red Tail ont prouvé qu'ils n'étaient pas seulement compétents, mais aussi redoutables. Cependant, les victoires ont eu un coût. L'air était impitoyable, les tirs antiaériens déchiraient les formations, creusant des trous dans les ailes et les fuselages. Les pilotes voyaient leurs amis disparaître dans des explosions de flammes soudaines, parfois sans parachute, dérivant derrière eux. À Ramatelli, les couchettes vides racontaient l'histoire d'hommes qui n'étaient pas revenus, les rires des ennemis, les doutes des alliés. Rien de tout cela n'avait d'importance pour les familles qui ne reverraient jamais leurs fils. Ce qui distinguait les Red Tail, ce n'était pas l'absence de perte, mais la façon dont ils y réagissaient. Chaque fois qu'ils s'attachaient dans leur cockpit, ils emportaient avec eux le souvenir de leurs camarades tombés au combat. Le chagrin devenait leur carburant, la discipline leur bouclier. Au fur et à mesure que les missions s'accumulaient, les équipages des bombardiers commencèrent à le remarquer. Au début, certains murmuraient encore leur scepticisme, mais après être revenus de mission en mission avec moins de pertes qu'ils n'en avaient l'habitude, leur ton commença à changer. Un membre d'équipage écrivit à sa famille, « Quand je vois ces Red Tail à nos côtés, je sais que nous allons rentrer. Ils nous abandonneront jamais. »
Cette loyauté devint la marque de fabrique du 332e. Contrairement à d'autres groupes d'escorte qui rompaient parfois la formation pour accumuler des victoires personnelles, les Red Tail restaient stables. Leur nombre de victoires augmentait, mais leur fierté venait d'ailleurs. Les bombardiers qu'ils sauvaient dans les messes et les aérodromes à travers l'Italie commençaient à murmurer « Ces gars au cœur rouge, ils ne plaisantent pas, ils restent avec vous ». Le respect a grandi lentement au début, puis rapidement, à mesure que de plus en plus d'équipages revenaient vivants grâce à la discipline des pilotes de Tuskegee. À Ramatelli, les soirées étaient un mélange de soulagement et d'épuisement. Les hommes se rassemblaient dans des tentes éclairées par des lanternes et échangeaient des histoires de combats aériens. Certains parlaient en riant, revivant les moments où la chance les avait sauvés, d'autres s'asseyaient tranquillement, fixant les parois en toile, revivant les visages des hommes qui n'étaient pas revenus. C'est au cours de ces nuits que les Red Tail sont devenus plus qu'un escadron, ils sont devenus une fraternité forgée dans le feu. Mais leur première victoire n'était qu'un début pour la Luftwaffe. L'arrivée de nouveaux adversaires disciplinés était un problème pour les Tuskegee Airmen. Ce n'était que le début de leur combat pour gagner le respect, mais bientôt, alors que les missions s'allongeaient et que l'ennemi devenait plus désespéré, les Red Tail allaient atteindre un tournant, une série de batailles qui allaient les transformer de nouveaux venus inexpérimentés en légendes de la guerre aérienne. À l'été 1944, les Red Tail avaient déjà effectué suffisamment de missions pour faire taire les rumeurs d'incompétence, mais le véritable tournant, le moment où leur réputation a commencé à s'étendre au-delà de Ramitelli, est survenu lors d'une série de missions où la discipline a renversé la situation. La 15e armée de l'air était soumise à une pression constante pour porter des coups dévastateurs à l'industrie allemande. Les raffineries de pétrole de Pleuist, les usines de Vienne et les gares de triage de Munich étaient les cibles principales. Chaque mission impliquait des vagues de bombardiers s'enfonçant profondément dans le territoire ennemi, et chaque kilomètre parcouru apportait son lot de dangers supplémentaires. La Luftwaffe, bien qu'affaiblie par des années de guerre, restait redoutable. Ses pilotes étaient habiles, pour la plupart des vétérans aguerris. Pour le 332e, ces missions allaient être leur véritable terrain d'essai. Un jour, les équipages des bombardiers embarquèrent dans leur B-24 Liberator, les moteurs rugirent et le ciel se remplit du grondement de centaines d'avions au-dessus d'eux. Les Red Tail se glissèrent dans leur position d'escorte. La mission des bombardiers c'était de détruire, celui des escorteurs était de survivre. Pendant des heures, les formations ont survolé les Alpes en direction du nord, vers un territoire hérissé de batteries antiaériennes. Des nuages de fumée noire explosaient tout autour, secouant les bombardiers et mettant les nerfs à rude épreuve. Puis, à l'horizon, est apparu le reflet redouté des chasseurs allemands, des dizaines de Messerschmitt Bf-109 et de Fokker-Wulf FW-190 se rapprochèrent, leur nez clignotant alors que les canons ouvraient le feu. Les communications radio s'emballèrent, les équipages des bombardiers se préparèrent au pire, mais les Red Tail se déplacèrent avec une précision calme qui stupéfia ceux qui les observaient. Au lieu de se disperser ou de rompre la formation, ils renforcèrent leur garde. Un pilote allemand se souvint plus tard avoir été choqué par leur discipline. Ce n'étaient pas les adversaires imprudents auxquels ils s'attendaient dans cette bataille. Les Red Tail ne se contentèrent pas de protéger, ils punirent. Les avions allemands tombèrent du ciel en flammes tandis que la formation de bombardiers poursuivait sa route avec un minimum de pertes. Lorsque les survivants entrèrent en Italie, l'histoire se répandit rapidement, le 332e avait tenu bon au moment crucial. Ce n'était pas un exploit isolé. Mission après mission, le schéma se répéta. Les Red Tail restèrent avec les bombardiers, ils ne poursuivirent pas les avions ennemis à travers le ciel, laissant les gros appareils exposés, ils se laissaient pas distraire par la gloire personnelle. Ils volaient comme des gardiens, revenant toujours en arrière, toujours vigilants. Les statistiques confirmaient la vérité, seuls 27 bombardiers avaient été perdus sur 179 missions d'escorte, un record extraordinaire pour des équipages de bombardiers habitués à voir des escadrons entiers réduits en miettes. C'était presque miraculeux. La confiance commença à remplacer le doute. Un pilote de B-17 vétéran admit plus tard, nous savions que si nous avions les Red Tail, nous reviendrions. Mais le tournant décisif pas seulement les victoires, mais aussi la perception. Pour la première fois, le bruit se répandit dans l'armée de l'air que les pilotes noirs de Tuskegee seulement compétents, mais exceptionnels. Les officiers qui les avaient autrefois rejetés demandaient désormais à ce qu'ils escortent leurs avions. Ceux qui s'étaient moqués d'eux leur serraient désormais la main avec gratitude après l'émission. Au sein de l'escadron, l'ambiance commença également à changer. Le poids du scepticisme constant avait pesé lourdement sur les hommes pendant leurs premiers mois en Italie, mais ils se comportaient désormais avec une fierté tranquille. Ils avaient fait leur preuve là où cela comptait, au combat.
Cependant, le prix de ce respect se mesurait en vies humaines. Chaque mission entraînait des pertes. Les hommes nés revenaient pas, et leur couchette vide à Ramatelli en témoignait mieux que n'importe quelle statistique. Les funérailles étaient organisées rapidement, souvent avec pour seule cérémonie un salut et la promesse de continuer à se battre. Le chagrin était vif, mais il ne faisait que renforcer la détermination du groupe. Un soir, après une mission particulièrement brutale, un jeune pilote était assis, la tête entre les mains. Il pensait qu'on pas tenir le coup, marmonna-t-il. Son camarade posa une main sur son épaule et répondit : « Alors nous leur devons, à ceux que nous avons perdus, de continuer à prouver qu'ils ont tort. » Cet échange résumait l'esprit de l'unité. Chaque homme portait non seulement sa propre vie, mais aussi le souvenir de ceux qui étaient tombés. À la fin de 1944, les rires des pilotes allemands s'estompaient. Les rapports montraient que leurs pertes s'accumulaient face à ceux qu'ils avaient autrefois ridiculisés. Dans les briefings américains, le nom « Red Tail » avait désormais du poids. Le tournant avait à partir de ce moment-là. Les Red Tail ne se battaient plus simplement pour prouver leur valeur, ils se battaient en tant qu'égaux reconnus, chargés des missions les plus dangereuses. Leur légende commençait à prendre forme dans le ciel au-dessus de l'Europe, mais le véritable test de leur habileté et de leur courage allait arriver lorsqu'ils affronteraient les meilleurs pilotes allemands, les A de la Luftwaffe, et les nouveaux avions meurtriers conçus pour renverser le cours de la guerre en faveur d'Hitler à l'hiver 1944. Les Red Tail s'étaient déjà forgé une réputation d'escorte fiable, mais le ciel au-dessus de l'Europe était en train de changer. La Luftwaffe, bien que malmenée, était loin d'être vaincue. Les As allemands continuaient de sillonner le ciel aux commandes des élégants Messerschmitt Bf-109 et des robustes Fokker-Wulf Fw-190. Ces pilotes avaient des centaines de victoires à leur actif, des hommes qui avaient survécu à des années de combats aériens. Bientôt, les Tuskegee Airmen allaient être contraints de se mesurer aux meilleurs pilotes allemands. Les premières rencontres ressemblaient à des tempêtes surgissant de nulle part. Les Red Tail guidaient les bombardiers le long de leur route quand soudain, depuis les hauteurs, de minuscules points noirs se transformaient en chasseurs ennemis plongeant à une vitesse vertigineuse. Les radios crépitaient d'ordre laconique, bandit 3000 pieds, .00. Dans ces moments-là, l'entraînement prenait le dessus. Une mission au-dessus du sud de l'Allemagne se démarque particulièrement, une formation de B-17 avançait lourdement vers sa cible lorsqu'un SM de Bf-109 fondit en piqué comme des faucons. Les mitrailleurs des bombardiers tirèrent à tout va, leurs balles traçantes criblant le ciel, mais les Allemands approchaient rapidement. Puis, depuis le flanc gauche, les Red Tail se précipitèrent en avant. « Restez près des bombardiers », cria le colonel Davis dans la radio. « Ne les laissez pas passer. » Le combat éclata en quelques secondes. Les Mustangs virevoltaient et roulaient à la poursuite des Allemands à travers les nuages. Un pilote de Tuskegee aligna un FW-190, les laissait pas passer. Le combat a éclaté en quelques secondes. Les Mustangs ont virevolté et roulé, poursuivant les Allemands à travers les nuages. Un pilote de Tuskegee a aligné un FW-190, a appuyé sur la gâchette et a vu de la fumée s'échapper du moteur de l'ennemi. Un autre a poursuivi un UR-9 dans un piquet raide, pour se retirer au dernier moment alors que des éclats d'obus éclataient en dessous. La discipline les maintenait en vie, la discipline et la conscience que rompre la formation signifiait exposer les bombardiers. C'est dans ces combats que les Red Tail gagnèrent le respect même de leurs détracteurs les plus virulents. Un membre d'équipage de bombardier se souvint plus tard avoir vu un Mustang à la queue rouge s'attaquer à 3 Allemands à la fois, plongeant et remontant pour gagner de précieuses secondes jusqu'à ce que les bombardiers puissent s'échapper de la zone de tir. Il resta là, a écrit le membre d'équipage, il est resté là alors que cela semblait impossible. De leur côté, les Allemands ont commencé à remarquer quelque chose de troublant, ces pilotes américains se battaient différemment, ils ne se lançaient pas à la poursuite de manière imprudente, ils ne se dispersaient pas, ils se déplaçaient comme un seul homme, liés par des règles tacites, et contrairement à de nombreux groupes d'escorte, ils n'abandonnaient pas les bombardiers une fois le combat engagé. Cette constance les rendait plus difficiles à vaincre et plus dangereux. Mais le courage seul ne facilitait pas les missions. La Luftwaffe était désespérée, et ce désespoir la rendait dangereuse. Lors de certaines missions, le ciel semblait rempli de chasseurs ennemis qui, vague après vague, pressaient l'attaque. Les pertes étaient lourdes. Un après-midi, un jeune pilote nommé Orlan est revenu à Ramatelli avec des impacts de balles et des points de suture sur son aile. Il est descendu du cockpit, son uniforme trempé de sueur, et a murmuré « Je ne sais pas comment j'ai réussi à revenir ». Ses camarades n'avaient pas besoin de lui poser la question, ils savaient tous que la survie dans ces combats se jouait souvent à quelques secondes près. Puis vint une nouvelle menace,
le Me-262, le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, élégant, rapide et mortel. Il pouvait distancer tous les appareils alliés. Pour les équipages des bombardiers, le MiG-262 était un cauchemar. Dès qu'il apparaissait, ils savaient que leur mitrailleur avait peu de chances d'atteindre une cible se déplaçant à une telle vitesse. Les pilotes de Tuskegee comprirent immédiatement que leur discipline serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant. La première fois qu'un pilote de la Red Tail repéra un jet, la radio crépita d'incrédulité. « Il se déplace comme l'éclair », s'écria un homme. Le Mustang était mis à rude épreuve, le pilote le poussant à ses limites pour tenter de réduire l'angle d'attaque du jet. Contre toute attente, les Red Tail réussirent à abattre plusieurs de ces machines futuristes au cours de la guerre. Leur succès ne venait pas d'une poursuite imprudente, mais d'un travail d'équipe et d'un timing parfait, capturant les jets lorsqu'ils ralentissaient pour attaquer ou lorsqu'ils remontaient en altitude. À Ramatelli, la tension après ces missions était palpable. Les hommes se rassemblaient dans leurs tentes, repassant chaque instant dans leur esprit. Certains racontaient des histoires, les yeux écarquillés, décrivant le flou d'un jet filant à toute vitesse. D'autres restaient assis en silence, buvant leur café dans des tasses en étain, simplement reconnaissant d'être en vie. Chaque avion abattu leur rappelait le souvenir de quelqu'un qui n'était pas revenu. Pourtant, la légende grandissait. Les histoires des Red Tail se répandaient parmi les rangs des groupes de bombardiers à travers l'Italie et au-delà. Krauss commença à les demander par leur nom, faisant confiance à leur discipline plus qu'à n'importe quelle statistique. Les pilotes allemands, autrefois méprisants, maudissaient désormais la vue des queues rouges scintillant au soleil. Et pourtant, l'épreuve la plus difficile restait à venir, escorter des bombardiers au cœur même de Berlin. Les Tuskegee Airmen allaient devoir affronter toute la fureur de la Luftwaffe, de ses as de l'aviation et de ses tirs antiaériens incessants. C'était une mission qui pouvait cimenter leur place dans l'histoire ou les briser à jamais. Mais lorsque l'appel leur parvint d'escorter des bombardiers jusqu'à Berlin même, les Red Tail répondirent présents, prêts à affronter l'ennemi aux portes même du Reich. Au début de l'année 1945, les Red Tail n'étaient plus une expérience, ils étaient une force éprouvée. Pourtant, le combat qu'ils menaient n'était seulement contre la Luftwaffe, mais aussi contre les préjugés tenaces de leur propre camp, qui considéraient que les pilotes noirs n'avaient ni les compétences ni le courage nécessaires pour voler aux côtés des aviateurs blancs. Chaque mission qu'ils accomplissaient était un défi lancé à ce stéréotype, et chaque retour à Ramatelli était une occasion de réécrire l'histoire. Certains pilotes ont commencé à émerger comme des symboles de ce combat. Prenons l'exemple de Roscoe Brown. Calme sous la pression, Brown a été l'un des premiers pilotes de Tuskegee à abattre un avion allemand lors d'une mission en mars 1945. Il repéra un Mi-262 qui s'apprêtait à foncer sur une formation de bombardiers. Au lieu de paniquer, il utilisa la vitesse de son Mustang en piqué pour couper la trajectoire du jet. Au bon moment, ces rafales de tir ont atteint leur cible et l'avion à réaction est tombé du ciel. De retour à la base, Brown a minimisé sa victoire, mais pour ses camarades, c'était un message clair, aucun ennemi n'était intouchable. Prenons l'exemple de Charles Brantley, qui a failli ne pas réussi à rentrer chez lui après l'une de ses premières missions de combat. Son Mustang a été gravement endommagé par la fumée provenant du moteur. Au lieu de sauter en parachute, il a piloté l'avion endommagé sur des kilomètres à travers le territoire ennemi. Lorsqu'il a finalement atterri à Ramatelli, l'avion était tellement endommagé qu'il a été jugé irréparable. Brantley est sorti épuisé mais vivant, et l'équipe au sol l'a accueilli avec une admiration stupéfaite. Ce vol est devenu une partie intégrante de la légende des Red Tail, rappelant que la survie venait souvent autant du courage que de la compétence. Il y avait aussi Earl Lann, dont la vivacité d'esprit a sauvé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tout l'équipage d'un bombardier lors d'une mission. Les chasseurs allemands ont dépassé l'escorte et se sont alignés sur un B-17 à la traîne. Volant à basse altitude et hors de position, Lann a poussé son Mustang dans une montée abrupte, se plaçant directement entre le bombardier et l'ennemi. Il a tiré furieusement, dispersant les Allemands suffisamment longtemps pour que le bombardier puisse regagner la formation. L'équipage lui a ensuite attribué le mérite de leur survie. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait pris cet risque, Lann répondit simplement « C'est mon travail ». Des moments comme celui-ci commencèrent à ébranler le mur des préjugés. Au début, les équipages blancs des bombardiers hésitaient à confier leur vie aux hommes de Tuskegee, mais l'expérience est un professeur tenace. À maintes reprises, les Red Tail revinrent avec leurs bombardiers intacts, même face à des adversaires largement supérieurs en nombre. Le scepticisme se transforma en respect, et le respect en confiance.
Un pilote de bombardier se souvint plus tard, au début, nous n'étions pas sûrs d'eux, mais après quelques missions, nous avons réalisé qu'ils ne nous abandonnaient pas. Quand les Red Tails sont avec vous, vous avez l'impression d'avoir une chance de vous battre. En Italie, les aviateurs étaient encore traités comme des soldats de seconde zone à bien des égards. Ils étaient confrontés à la ségrégation dans les installations, se voyaient refuser l'entrée dans certains clubs d'officiers et étaient souvent rabaissés par leurs commandants. Mais dans les airs, tout cela n'avait aucune importance. Là-haut, seules les performances comptaient, et en 1945, les Red Tails les maîtrisaient parfaitement. Même les prisonniers allemands ont commencé à reconnaître leur talent. Dans un cas documenté, un pilote de la Luftwaffe capturé a admis sa surprise lorsqu'il a appris qu'il avait été abattu par un aviateur de Tuskegee. « Je ne m'attendais pas à une telle discipline », aurait-il déclaré. Ce respect à contre-cœur avait son importance, car il montrait que même des ennemis endurcis avaient été contraints de réévaluer leurs préjugés. Pour les hommes eux-mêmes, les victoires avaient un goût amer. Chaque mission entraînait des pertes et leur camp à Ramatelli n'était jamais épargné par le chagrin. Mais ces épreuves ont renforcé leur solidarité. Ils mangeaient ensemble, s'entraînaient ensemble, pleuraient ensemble. La force de leur lien était visible pour tous ceux qui passaient du temps parmi eux. Ce qui rendait les Red Tails extraordinaires, ce n'était pas seulement leur habileté de pilote, mais leur capacité à redéfinir ce que les autres pensaient possible. Ils ne se contentaient pas de protéger les bombardiers, ils réécrivaient l'histoire en temps réel, prouvant que le courage n'a pas de couleur. Au début de l'année 1945, ils n'étaient plus un groupe d'escorte parmi d'autres, ils étaient le groupe d'escorte que les équipages voulaient, que l'ennemi craignait, et leurs commandants ne pouvaient plus nier leur efficacité. Mais la mission qui scellerait à jamais leur héritage se profilait à l'horizon, un long et dangereux vol vers Berlin même, où ils affronteraient les tout derniers jets allemands et certaines des défenses les plus féroces de toute la guerre. Le matin du 24 mars 1945, le temps était froid et gris au-dessus de l'aérodrome de Ramatelli. La nouvelle se répandit rapidement dans le camp, la mission du jour serait différente de toutes celles qu'ils avaient effectuées auparavant. Les ordres étaient clairs, escorter des centaines de B-17 Flying Fortress au cœur de l'Allemagne pour frapper des cibles à Berlin même, la capitale du Reich, le bastion du pouvoir d'Hitler, peut-être la mission la plus dangereuse à laquelle les Red Tails aient jamais été confrontés. La salle de briefing était bondée, chaque homme écoutait attentivement le commandant de mission exposer le plan, les bombardiers se regrouperaient au-dessus de l'Italie, pousseraient vers le nord au-dessus des Alpes, traverseraient le territoire ennemi et poursuivraient leur route jusqu'à Berlin. Les tirs antiaériens devaient être intenses et la Luftwaffe riposterait presque certainement avec tout ce qui lui restait. Le colonel Benjamin Davis Jr. se tenait devant ses hommes, calme et déterminé. « Souvenez-vous de vos ordres, dit-il, restez avec les bombardiers, protégez-les à tout prix. Aujourd'hui, nous écrivons notre histoire. » Les moteurs rugirent à travers l'aérodrome tandis que les équipes au sol travaillaient frénétiquement pour vérifier les armes, le carburant et les systèmes d'oxygène. Les pilotes montèrent dans leur cockpit, ajustèrent leurs casques, baissèrent leurs lunettes, puis les Mustangs roulèrent sur les pistes les uns après les autres, les Red Tails scintillant dans la lumière du matin au-dessus d'eux. Le ciel se remplit du bourdonnement des bombardiers se rassemblant en formation, la vaste flotte s'étendant sur des kilomètres. Pendant des heures, la formation poussa vers le nord, l'air devint plus froid, le ciel plus sombre. Les pilotes scrutaient l'horizon, attendant au-dessus de l'Allemagne. Les premières salves noires de la DCA ont éclaté autour des bombardiers, secouant leurs imposantes carcasses. Des éclats d'obus ont déchiré les ailes et les fuselages, laissant des traînées de fumée. La flotte a continué d'avancer. Puis, soudain, un cri a retenti à la radio, bandit à 12 heures, surgissant de la brume, un escadron de Gemi TWO 60 TWO apparut, élégant, argenté et incroyablement rapide, il semblait venir d'un autre monde. Les équipages des bombardiers paniquèrent, ces jets avaient déjà la réputation de déchirer les formations avec une facilité terrifiante, mais les Red Tails ne bronchèrent pas. Roscoe Brown faisait partie des pilotes ce jour-là. Alors que les jets plongeaient, il poussa son Mustang en montée, les yeux rivés sur l'un des appareils allemands. Le timing était essentiel, les 2,62 étaient presque invincibles à pleine vitesse, mais pendant les attaques ou les montées, ils pouvaient être rattrapés. Brown attendit, visa et ouvrit le feu. Des traceurs illuminèrent le ciel et, à sa grande surprise, l'avion trembla, crachant de la fumée par son moteur avant de s'enfoncer en spirale dans les nuages. À la radio, les voix s'élevèrent, il en a eu un Red Tail a eu un avion. 2 autres Mi-262 tombèrent ce jour-là, abattus par les pilotes de Tuskegee. Ce n'est pas seulement une victoire, c'était un message,
l'arme la plus avancée de la Luftwaffe pilotée par certains de ses hommes les plus expérimentés avait été abattue par les pilotes même qu'ils avaient autrefois raillés. Pendant ce temps, les bombardiers continuaient leur route, ouvrant leurs soutes pour larguer des vagues de bombes sur Berlin. Des incendies éclatèrent dans toute la ville, la fumée s'élevant dans le ciel. Les Red-Tails tournaient au-dessus, repoussant vague après vague les chasseurs allemands, leur discipline inébranlable. Lorsque la flotte fit demi-tour pour rentrer, la mission était un succès. Berlin avait été frappé et les bombardiers étaient revenus avec moins de pertes que quiconque n'avait osé espérer. Lorsque les Red-Tails sont revenus à Ramatelli ce soir-là, l'atmosphère était électrique. Les équipes au sol ont applaudi les pilotes qui descendaient de leur cockpit, épuisés mais vivants. Le colonel Davis a appris que la mission avait été considérée comme un succès extraordinaire et, en quelques jours, le 332e a reçu la Distinguished Citation pour sa performance. C'était la reconnaissance officielle de ce que les équipages des bombardiers savaient depuis des mois, les Red-Tails étaient parmi les meilleurs. Pour les hommes eux-mêmes, la victoire était douce amère. Ils ont célébré, certes, mais ils ont également compté le prix à payer, plusieurs pilotes n'étaient pas revenus, leurs avions perdus quelque part au-dessus de l'Allemagne. Dans l'attente réfectoire ce soir-là, les rires étaient étouffés, le café amer. Ils avaient affronté l'ennemi de front, abattu des avions à réaction et gagné l'honneur, mais ils avaient également laissé des camarades derrière eux. Pourtant, l'importance de cette journée ne pouvait être niée. Le 24 mars 1945, les Tuskegee Airmen avaient fait plus qu'escorter des bombardiers, ils avaient affronté l'élite allemande et prouvé que le courage, la discipline et la détermination pouvaient les mener à bien la mission la plus dangereuse de la guerre. Les rires de leurs ennemis avaient disparu depuis longtemps, remplacés par le silence, le respect et enfin la reconnaissance. Mais alors que la guerre touchait à sa fin, la question restait posée, que se passerait-il lorsque ces hommes rentreraient chez eux? L'Amérique honorerait-elle leur service ou la lutte pour la dignité se poursuivrait-elle longtemps après le silence des armes? Au printemps 1945, la Luftwaffe n'était plus que l'ombre d'elle-même. Des années de bombardements incessants, de pénuries de carburant, les pénuries et l'épuisement constant des combats l'avaient affaibli jusqu'à l'os. Pourtant, pour les hommes du 332e groupe de chasseurs, chaque mission comportait encore des dangers, même dans les dernières semaines de la guerre. Les tirs antiaériens et les chasseurs ennemis désespérés faisaient des victimes, mais alors que les défenses allemandes s'effondraient, une chose devint claire, les Red-Tails avaient laissé une empreinte indélébile dans le ciel européen. Leur palmarès parlait de lui-même, sur 179 missions d'escorte, ils n'avaient perdu que 27 bombardiers, une fraction par rapport aux autres groupes. Ils avaient détruit plus de 100 avions ennemis en vol et encore plus au sol lors de mitraillage. Ils avaient abattu des chasseurs à réaction, affronté des A et volé à maintes reprises au cœur du territoire ennemi pour les équipages de bombardiers. Leur présence était synonyme d'espoir pour les pilotes allemands, mais synonyme d'ennui pour leurs adversaires. Le respect qu'ils avaient gagné auprès de leurs collègues aviateurs était peut-être le changement le plus significatif. Au début de leur service, de nombreux équipages de bombardiers se moquaient d'eux et refusaient d'être escortés par cette expérience. À la fin de la guerre, ces mêmes hommes demandaient expressément les Red-Tails. Si j'avais les Red-Tails, je savais que je rentrais chez moi. Un pilote de bombardier a déclaré des années plus tard que ce changement de perception était plus que personnel, il était culturel. Les Tuskegee Airmen avaient montré que les préjugés n'avaient pas leur place dans le cockpit. À Ramatelli, les hommes ressentaient le poids de ce qu'ils avaient accompli. Le soir, ils se rassemblaient autour de feux de camp ou dans des tentes pour partager des histoires de situations périlleuses et de victoires. Certains riaient en racontant des moments d'audace, d'autres s'asseyaient tranquillement en se souvenant de leurs amis qui n'étaient pas revenus. Chaque chaise vide leur rappelait le prix de leur succès. Mais ils éprouvaient aussi de la fierté d'avoir relevé le défi, d'avoir répondu aux doutes de leurs alliés et de leurs ennemis par leur habileté, leur discipline et leur courage. Lorsque la nouvelle de l'an mai 1945, Ramatelli éclata de joie. Les pilotes et les équipes au sol crièrent, s'embrassèrent et tirèrent des fusées éclairantes dans le ciel nocturne. La guerre en Europe était terminée pour les Red-Tails. Le soulagement était immense, mais l'incertitude quant à l'avenir l'était tout autant. Beaucoup se demandaient quel accueil les attendait chez eux. Ils avaient risqué leur vie, combattu courageusement et fait leurs preuves dans les circonstances les plus difficiles, mais ils savaient que l'Amérique dans laquelle ils allaient retourner était toujours divisée, toujours entachée par la ségrégation et la discrimination. Cette pensée pesait lourdement sur leur esprit. Leur pays les considérerait-il comme des héros ou les renverrait-il au rang de citoyens de seconde zone dès qu'ils auraient retiré leur uniforme? Le colonel Benjamin Davis Jr. comprit que leur combat n'était pas terminé.
Il rappela à ces hommes que leur palmarès était plus qu'une simple statistique militaire, c'était une arme contre les préjugés. Ils ne peuvent pas nier ce que nous avons accompli, leur dit-il, et ils ne peuvent pas effacer ce que cela signifie. Dans les mois qui suivirent, les Tuskegee Airmen rentrèrent aux États-Unis. Certains restèrent dans l'armée, d'autres poursuivirent une carrière civile. Partout où ils allaient, ils emportaient avec eux le souvenir de Ramitelli, des red tails scintillant au soleil, du lien forgé dans le creuset de la guerre. Leur héritage commença à se répandre, mais la reconnaissance fut lente. Il fallut des décennies pour que toute l'histoire soit reconnue et que la nation honore leur service avec les médailles et les hommages qu'ils méritaient. Mais parmi ceux qui avaient volé avec eux, l'héritage fut immédiat. Les équipages des bombardiers racontèrent à leurs familles l'histoire des pilotes noirs qui ne les avaient jamais quittés. Les vétérans allemands parlaient à contre-cœur d'adversaires qui se battaient avec discipline et courage. Les red tails avaient fait leurs preuves non seulement en tant qu'aviateurs, mais aussi en tant que pionniers qui avaient ouvert des portes fermées depuis des générations par la guerre. À la fin de la guerre, les rires des pilotes allemands avaient depuis longtemps été réduits au silence, remplacés par l'écho des mustangs rugissants. Les red tails brillaient dans le ciel, symbole durable de détermination, d'unité et de refus d'être définis par les préjugés. Mais alors que le ciel européen avait été témoin de leur triomphe, la bataille qui les attendait chez eux allait les mettre à l'épreuve comme aucun combat aérien n'aurait pu le faire. Lorsque les Tuskegee Airmen sont rentrés aux États-Unis après la guerre, ils ont débarqué des navires et des trains avec la fierté tranquille d'hommes qui avaient fait leur devoir. Ils avaient combattu dans les cieux les plus sanglants d'Europe, défendu des bombardiers avec une discipline inégalée et établi un palmarès de combat qui rivalisait avec celui de beaucoup de leurs pairs, voire le surpassait. Mais au lieu d'être accueillis par des parades et des bras ouverts, beaucoup se sont retrouvés confrontés aux mêmes préjugés qu'ils avaient laissés derrière eux. Des panneaux indiquant « réservé aux Blancs » étaient toujours affichés dans les restaurants et les gares routières, et les officiers qui avaient obtenu la Distinguished Flying Cross se voyaient toujours refuser l'entrée dans certains clubs. La contradiction était flagrante, héros à l'étranger, mais étrangers chez eux. Pour beaucoup de ces aviateurs, c'était la pilule la plus amère à avaler. Ils avaient tout risqué, non seulement pour survivre, mais aussi dans l'espoir que leur sacrifice ferait changer les mentalités. Et d'une certaine manière, ce fut le cas. Leur palmarès devint une arme dans le long combat pour les droits civiques. Les journaux relatèrent leurs exploits, les équipages de bombardiers parlèrent publiquement de leur loyauté et l'armée elle-même commença à reconsidérer sa politique de ségrégation dans ses rangs. En 1948, le président Harry S. Truman publia le décret Titian de 81 qui abolissait officiellement la ségrégation dans les forces armées. Les red tails ne se contentèrent pas d'effectuer des missions en Europe, ils ébranlèrent les fondements de la discrimination dans l'armée américaine. Mais l'impact alla au-delà de la politique. Pour les jeunes Noirs américains qui grandissaient dans l'ombre de Jim Crow, l'histoire des red tails était un phare. Ils étaient la preuve qu'aucun stéréotype ne pouvait définir ce dont une personne était capable. Les aviateurs avaient été confrontés au ridicule, au doute et à des obstacles systémiques, et ils y avaient répondu par l'action. Leurs victoires dans les airs devinrent des victoires pour tous ceux qui croyaient que le courage et la discipline pouvaient vaincre la haine. Le colonel Benjamin O. Davis Jr. a continué à servir et a atteint le grade de général. Son leadership calme et discipliné est devenu un modèle non seulement pour les militaires, mais aussi pour tous ceux qui font face à des obstacles insurmontables. D'autres pilotes de Tuskegee ont poursuivi leur carrière en tant qu'éducateurs, juges, ingénieurs et leaders communautaires, transmettant les leçons de Ramitelli dans tous les domaines de la vie américaine. La morale de leur histoire est aussi claire aujourd'hui qu'elle l'était en 1945, les préjugés sous-estiment, mais la discipline prouve. Les pilotes allemands riaient à l'idée d'affronter des pilotes de chasse noirs. Certains commandants américains doutaient leur valeur, et même leurs voisins s'attendaient à ce qu'ils échouent. Pourtant, chaque mission accomplie, chaque bombardier protégé, chaque ennemi repoussé était un démenti de ces mensonges. Les red tails ont montré au monde que le caractère ne se définit pas par la couleur de la peau, mais par les choix que l'on fait sous pression. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette leçon. Nous sommes tous confrontés à des voix qui doutent, parfois celles des autres, parfois les nôtres. Les Tuskegee Airmen nous rappellent que la réponse ne réside pas dans la discussion, mais dans l'action. Prouvez-le par la cohérence, prouvez-le par la loyauté, prouvez-le en refusant d'abandonner, même lorsque le monde vous dit que vous ne pouvez pas. Leur histoire comporte également un avertissement, le respect pas donné, il se mérite, souvent à un prix élevé. Les red tails n'ont pas gagné leur place dans l'histoire par des discours ou des slogans, ils l'ont mérité dans l'ère glaciale au-dessus de l'Europe, où chaque seconde pouvait être une question de vie ou de mort. Ils n'ont pas enfreint la discipline, n'ont pas recherché la gloire personnelle,
ils sont restés avec les bombardiers, encore et encore, jusqu'à ce que leurs résultats fassent taire les doutes. Ce genre d'engagement est rare, et c'est pourquoi leur héritage reste puissant des générations plus tard. Lorsque nous pensons aux Red Tails aujourd'hui, nous ne pensons pas seulement à la peinture rouge de leur Mustang ou aux statistiques des registres militaires, nous pensons à des hommes qui ont affronté les rires, les moqueries et les préjugés et qui ont répondu avec courage. Nous pensons aux jeunes cadets d'Alabama qui transpiraient pendant un entraînement impossible et qui refusaient d'abandonner. Nous pensons aux pilotes épuisés de Ramatelli qui sortaient de leurs avions cabossés, sachant qu'ils savaient tout donner pour les hommes qui volaient à leur côté. Nous pensons au silence qui régnait dans les salles de briefing allemandes lorsque la nouvelle est tombée, un autre escadron de chasseurs de la Luftwaffe avait été perdu face aux hommes qu'ils avaient autrefois raillés. Les moqueries avaient cessé, le respect était resté. Que pouvons-nous donc retenir de leur histoire aujourd'hui? Peut-être ceci: lorsque le monde doute de vous, perdez pas votre temps à discuter, baissez la tête, restez discipliné et laissez vos actions parler plus fort que les préjugés. Les Tuskegee Airmen ont prouvé qu'une main sûre, un cœur loyal et un courage inébranlable peuvent changer le cours de l'histoire. C'est pourquoi leur héritage perdure non seulement dans les musées et les livres d'histoire, mais aussi dans chaque personne qui fait face au doute et choisit de le surmonter. Si cette histoire vous a ému, si les Red Tails vous ont rappelé la force qui découle de la persévérance, alors ne laissez pas leur histoire s'effacer, partagez-la, parlez-en et gardez-la avec vous. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de courage, d'histoire et des personnes qui ont façonné le monde, abonnez-vous. Le passé est plein de leçons qui méritent d'être retenues, et les Red Tails sont l'une des plus grandes.